Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière étant donné que j'ai réinvité Thomas Andrieux sur cette chaîne YouTube. Pas de panique pour ceux qui ne le connaissent pas, bien entendu, il va se présenter et te dire ce qu'il fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va faire une petite mise à jour de ce qu'on avait dit dans les précédentes vidéos qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire qu'on va refaire un petit point sur la situation économique actuelle, que ce soit aux US ou en Europe, et on va voir pourquoi, par exemple, l'euro a eu un rebond alors qu'on avait dit qu'il allait chuter. Il avait bien entendu chuter, mais là maintenant, est-ce que c'est un rebond, comme on dit, un rebond du chat mort, ou au contraire, est-ce que la tendance est toujours baissière à long terme? On aura la réponse du coup dans cette interview, et on va aborder d'autres notions comme les cycles de marché que Thomas travaille très régulièrement. On va bien entendu parler de crypto-monnaie, on va parler d'or et de cycles de marché. Donc si la vidéo te plaît et que ce style de format t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentant, en mettant un petit like et en suivant Thomas sur ses réseaux sociaux. Je remercie infiniment encore une fois Thomas pour être venu sur cette chaîne et pour avoir répondu à toutes mes questions. Sur ce, bon visionnage. Du coup, on se retrouve avec Thomas Andrieux une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube. Alors, merci encore Thomas pour être venu. Et ce que je voulais savoir déjà, c'est est-ce que tu pourrais te représenter pour ceux qui ne te connaissent toujours pas? Bah, merci Julien, c'est toujours un plaisir de passer avec toi. Alors, moi j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis à la fois en études en finance et en même temps je suis rédacteur, chroniqueur pour plusieurs médias. J'ai fait plusieurs livres aussi. Euh, J'apprécie particulièrement les métaux précieux, les actions plutôt françaises et après les cryptos en partie, hein, mais je suis pas non plus un Bitcoin maximaliste, hein, comme certains disent, mais oui, donc, globalement, voilà, je analyse, et plus particulièrement, on va dire en domaine de spécialité, c'est l'analyse de la temporalité du marché. Après, voilà, je m'intéresse énormément aussi à tout ce qui est analyse technique, analyse de statistiques, etc. Donc, de toute façon, c'est connexe hein, avec l'analyse des cycles, mais donc voilà pour ce que je fais aujourd'hui, donc beaucoup de rédaction en plus d'étudier. D'accord. De toute façon, on va repartager après tes réseaux sociaux pour les personnes qui souhaitent te suivre. Et on va renvoyer vers différents travaux que tu as déjà publiés, que ce soit des livres ou des articles, sur des sites d'ailleurs assez réputés comme Or.fr ou CoinTribune. Alors, moi, je voulais aborder plusieurs sujets avec toi, parce que ça tombe bien, tu touches un petit peu à tout, justement. Et déjà, pour ceux qui ne connaissaient pas trop un petit peu tout ce qui était économie en général, on sait que tout est un petit peu drivé par ce que font les US. Et on avait vu à un moment donné que ben, les États-Unis ils avaient décidé de remonter les fameux taux directeurs, on en entend tout le temps parler, et ça a provoqué un petit crack obligataire, si on peut dire ça comme ça, et le secteur bancaire aux US a été vraiment en grande difficulté. Est-ce que tu peux expliquer comment tout ça s'est passé et concrètement tout ce qui s'est passé? Oui, oui, non, mais ça a été impressionnant. Et sur les obligations, alors, comme c'est un marché qui est, on va dire, très institutionnel, entre grosses banques, c'est assez indolore, mais il y a eu un crash obligataire. Certains professeurs disent qu'on n'a pas observé depuis au moins 200 ans dans l'histoire américaine. Donc, ça a été un désastre. Et certaines obligations, sur l'année 2022, elles ont perdu 20, 30, 40% des fois de leur valorisation. Donc, enfin, ça a été un massacre pour les obligations. Alors, pour rappel à ceux qui ne savent pas ce que c'est une obligation, c'est quand en échange, c'est un peu comme un emprunt où on reçoit, quand on est prêteur, on reçoit en échange des intérêts. Donc forcément, si le taux d'intérêt augmente fortement, comme ça a été le cas en 2022, eh bien la valeur des obligations d'avant hein, s'est effondrée. Et la Fed, en fait, qui a monté ses taux, la Banque centrale américaine qui a monté ses taux, elle a été très très agressive. Euh, En tout cas, bon, il le fallait aussi parce que l'inflation, elle est arrivée donc d'une certaine manière, on ne peut pas dire qu'elle a été excessive, mais en tout cas, elle a été agressive. Et il le fallait, je pense. Mais ça a provoqué effectivement un crash obligataire. J'ai envie de dire sans surprise, parce que quand on a une poussée aussi forte de l'inflation, c'est assez classique. Et en fait, ce que les gens n'ont pas forcément saisi, c'est que les obligations, c'est la base du système bancaire et financier. C'est-à-dire que quand tu regardes le bilan des banques, quand tu regardes les États, enfin tout ça, c'est basé sur de la dette, des obligations d'État. Il y a aussi des obligations d'entreprise. Hein. Mais je prends l'exemple de la banque SVB. SVB, c'est une banque de la Silicon Valley qui est spécialisée plus ou moins dans les valeurs technologiques, etc. Donc ils avaient
une forte hausse des dépôts de la clientèle, enfin une forte croissance sur 2021, 2022 en partie. Et puis, je crois qu'ils avaient en 2022 quelque chose fin 2022 comme 200 milliards d'actifs au bilan, dont des obligations d'État, et notamment des obligations longues, et qui se sont effondrées. Donc, ils avaient une perte de plus de 15 milliards de dollars, je crois, et ça a provoqué la panique. Et je crois dans l'histoire des bank runs, comme on a dit, dans l'histoire des bank runs, on n'a jamais eu une retirée d'argent aussi forte, aussi intense. Ça se comptait, je crois, en milliards par minute. Enfin, je n'ai plus les chiffres, je ne peux pas dire de bêtises, mais c'était absolument délirant. Mais la cause, en fait, de la fragilisation actuelle du système bancaire, parce qu'il n'y a pas eu que SVB, il y a eu plein d'autres banques. Et en fait, on a une concentration autour des grandes banques, du monopole des grandes banques. Je pense à JP Morgan, etc. Elles ont racheté toutes les moyennes, qui étaient déjà assez grosses. Donc, on se retrouve avec des banques qu'on compte sur les doigts d'une main, hein, ce qui n'était pas le cas il y a un siècle. Hein. Il y a un siècle, il y avait beaucoup plus de concurrence sur la banque qu'aujourd'hui. Mais enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça met le système financier en situation de fragilité. Bon, aujourd'hui, le crash, il se termine, hein, mais il y a des conséquences qui sont encore là, quoi. D'accord. Et de toute façon, il me semble aussi qu'on avait un petit peu incité les banques de toute façon à prendre ces obligations avec des taux faibles et on leur avait laissé croire, enfin on avait sous-entendu qu'on n'allait pas remonter les taux justement. Donc les banques en avaient bien profité et s'était fait un petit peu avoir dans ce sens-là, c'est bien ça. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. Après, c'est à la fois dans les mœurs, dans le sens où on dit oui, les obligations, c'est ce qu'il y a de moins risqué, c'est le placement, etc. Mais quand on a une situation avec beaucoup d'inflation, c'est absolument pas vrai. C'est le pire placement qui peut, enfin, un des pires qui peut exister. On verra, mais et bon, là, ça revient à la normale et certaines obligations peuvent être intéressantes, puisqu'on a quand même des taux plus élevés, hein, sur les obligations, parfois que de rentabilité en dividendes, mais ça a massacré une grosse partie du marché. Et, des banques qui pensaient bien faire avec un risque minimal, en fait, ça a été les premières à tomber. Mm. Alors, du coup, on a vu que aussi les chiffres US au niveau de l'inflation, c'était un peu mieux qu'avant, on va dire. Et est-ce que tu penses du coup que la Banque centrale, enfin la Fed, va justement vouloir rebaisser ses taux, justement, et du coup que tout ça, ça va repartir un petit peu comme on était, par exemple, en 2020, quand ils avaient rebaissé les taux, et après, par exemple, les crypto-monnaies qui étaient reparties, et d'autres actifs un peu plus à risque, comme les actions Non. oui. Ce qui est sûr, ouais, tout à fait, c'est qu'on se rapproche en fait de ce qu'on appelle le palier, c'est-à-dire le moment où la Fed elle va commencer à dire, à partir d'aujourd'hui, on stabilise les taux et après peut-être on les baissera. Mais en fait, la Fed elle regarde deux choses. D'une part, l'inflation, prioritairement peut-être l'inflation, et d'autre part, si la lutte contre l'inflation n'entraîne pas trop de chômage, trop de faillites, trop de récession. En fait, aujourd'hui, l'économie américaine va très bien, il faut dire ce qui est. On a eu un risque récessif début 2022, mais après, ça a rattrapé. J'ai envie de dire, même c'est cycliquement, on pouvait s'y attendre depuis bien avant la phase d'inflation. Donc, l'économie américaine conserve sa trajectoire de croissance. Mais on a un chômage très bas. Et on est sur une situation de croissance économique qui est peut-être forte, mais qui pourrait être amenée à se dégrader dans les prochaines années. Enfin, je parle 2025 ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je suis plutôt partisan de l'idée qu'on aurait peut-être un palier courant en 2024 et ensuite, éventuellement, une chute, une rebaisse des taux directeurs d'ici 2025, voire 2026. On en rediscutera après, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle. Au contraire, c'est plutôt le moment où il faut être très prudent sur les marchés. En tout cas, la Fed, en fait, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Si on se met un peu dans la psychologie de la Fed, c'est que l'inflation américaine a beaucoup baissé parce que les États-Unis, toujours pareil, la Fed, ça a été la première à réagir. Ils ont beaucoup de flexibilité, un emploi très flexible, donc ils peuvent réagir à ces problèmes d'inflation. En Europe, on est paumé. Oui, puis c'est surtout qu'on a je sais pas combien de pays derrière aussi qui doivent se mettre d'accord pour... C'est ça, il y a une inflation sur l'énergie qui est plus forte. Enfin, si la BCE monte pas ses taux, l'euro diminue, il y a une inflation importée. Enfin, bref, on est un peu dans... L'inflation est beaucoup plus forte qu'aux États-Unis aussi, donc il y a vraiment des divergences. Mais aux États-Unis, ils sont plus flexibles, donc l'inflation
en tant que telle, globale, a diminué. Mais quand on regarde l'inflation hors matières premières et énergie, ce qu'on appelle en économie l'inflation sous-jacente, en fait, c'est l'inflation pure, c'est le noyau de l'inflation, il est toujours à un peu plus de 5%. Donc en fait, la Fed, ce qu'elle fait, elle monte ses taux jusqu'à 5, 5,5%, de sorte à avoir, un peu technique, mais pour finir la parenthèse, de sorte à avoir un taux réel positif, c'est-à-dire que le taux d'intérêt soit supérieur à cette inflation sous-jacente. Et donc ça, elle va peut-être le maintenir 6 mois, un an, etc., de sorte à être sûr que l'inflation ne reviendra pas. Alors, elle pourra revenir, bien sûr, mais en tout cas, ça prévient les risques d'une nouvelle inflation, sachant que il y a peu de chômage, etc. Donc, moi, je suis un peu décalé. Je pense que ça arrivera lentement, hein, le palier des taux, puis la baisse des taux, euh, c'est-à-dire d'ici 2025, parce que certains, voilà, on pourrait effectivement anticiper d'ici fin 2023, début 2024, un premier palier éventuellement, mais je pense pas qu'il faut le voir plus tôt. Et en Europe, bon, il faut rappeler, on en rediscutera après, mais on a plus de retard, etc. Et ce qui est intéressant, oui, c'est que sur les actifs, quand on regarde, la baisse des taux en général, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. C'est peut-être dans ce cas une meilleure nouvelle pour les obligations, si on peut dire. Mais en tout cas, pour les actions et les actifs un peu plus risqués, à moyen terme, hein, sur quelques mois, si la Fed nous dit je baisse mes taux, c'est peut-être parce qu'il y a une récession, parce que l'inflation diminue, parce que le marché de l'emploi est pas bon. Et tout ça, c'est pas bon pour la bourse. Donc, ça fera chuter les marchés. Et très probablement aussi les cryptos. Donc, voilà, il faut être très vigilant quand la Fed ou la BCE diront on arrive au palier des taux. Ça sera le moment où il faudra être plutôt assez prudent et moins agressif sur des stratégies d'investissement. Enfin, c'est là que je le vois en tout cas. Et les opérateurs, d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, on entend dire vendez le marché parce que les taux montent. Alors, peut-être au début, effectivement, parce qu'il y a un effet d'aubaine, on va plutôt se diriger sur des taux monétaires, des trucs comme ça. Mais voilà, quand on a une visibilité sur l'économie, comme c'est le cas aujourd'hui, les marchés se mettent à remonter avec l'inflation parce que l'inflation, ça fait monter les résultats, les bénéfices. D'accord. Donc, faut être prudent quand ça arrivera. Donc, alors, en fait, si on en suit ton analyse, ça voudrait dire que 2024, normalement, on devrait plutôt avoir une période de stabilisation des taux. Et donc, du coup, ça serait une partie où justement l'économie potentiellement reprendrait un petit peu des couleurs, c'est-à-dire où on aurait une appréciation de certains actifs, y compris les actifs un peu plus risqués. Et là, forcément, ça va intéresser plusieurs personnes. Donc, ça concernerait, je suppose, les crypto-monnaies. Et ça arriverait, comme par hasard, au moment d'un halving avec le Bitcoin. Donc, ça Alors, serait doublement positif, en fait. il y a ce phénomène. Après, la stabilisation des taux, ça limite aussi le potentiel de hausse. Ce qu'on observe sur le Bitcoin, alors on l'a observé sur les 2 cycles précédents, c'est que le marché haussier s'enclenche véritablement quand on a un plus bas sur les taux directeurs. Alors, peut-être ça ne sera pas vérifié la prochaine fois. Mais après, le marché haussier, il dure jusqu'à peu près la moitié de la phase haussière des taux directeurs. Mais bon, ça, encore une fois, on n'a que 2 cycles d'observation. Ouais, parce que oui, c'est vrai que si on regarde 2018, on avait eu justement une hausse des taux directeurs. On avait eu une rebaisse du coup en 2020 suite au crack Covid. Et c'est là où justement les cryptos étaient bien partis. Justement, fin d'année, c'était à peu près 6 mois après, hein, si je dis pas de bêtises, que les cryptos étaient vraiment lancés. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais après, comme tu dis aussi, peut-être, très certainement que la probabilité de marché haussier est supérieure quand on a un halving ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, quand on reparlera après des cycles de Bitcoin, peut-être, mais effectivement, ça serait plutôt de nature à dire que on se rapproche doucement du marché haussier. Ça corrélerait à quelques mois près, hein, 6 mois ou un an près, avec un point bas théorique sur les taux directeurs, oui, tout à fait. Donc, les deux sont assez cohérents là-dessus, et donc on peut s'attendre, oui, à ce que, en tout cas, les 2 prochaines années soient moins terribles que l'a été 2022. Justement, ça tombe bien parce qu'en fait, tu parlais des cycles, parce que c'était ma prochaine question. Et je sais que tu analyses beaucoup tout ce qui est cyclicité au niveau des marchés et que tu as fait beaucoup d'analyses, que ce soit sur le Bitcoin, l'or plus récemment, ou sur d'autres actifs. Je crois que tu as traité aussi le CAC 40. Quand on y regarde un petit peu plus près, c'est vrai qu'on a vraiment cette impression de cyclicité, que ce soit au niveau des taux, au niveau du Bitcoin avec les halvings, et que tout ça, mine de rien, s'imbrique assez bien. Est-ce que, très généralement, tu pourrais nous dire où nous en sommes plutôt à moyen long terme sur les cycles en général par rapport à l'économie, que ce soit pour le marché de l'or, pour le marché des actions? On a abordé les taux, mais il y a d'autres choses à aborder également.
Oui, oui, non, c'est une question passionnante. Et tu as dit, on a l'impression que ça évolue par cycle, mais c'est une vieille impression, puisque si tu veux une anecdote, avant la Première Guerre mondiale, la rumeur courait à Wall Street que Rothschild utilisait des cycles d'une quarantaine de mois pour spéculer sur les obligations britanniques. Et du coup, il y a des groupes de spéculateurs qui ont engagé des mathématiciens, et ces mathématiciens ont effectivement mis en avant l'existence d'un cycle d'à peu près 41 mois, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les cycles de Kitchin, en fait. Alors, c'est des cycles courts en économie, hein, qui durent à peu près 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, et en fait, on se rend compte que ces cycles, ils sont très valides, et quand on les mesure mathématiquement, en fait, ils durent plutôt 3 ans et demi, 3,6 ans, c'est pour ceux qui veulent. Euh, et donc, c'est valide depuis plus d'un siècle, hein, en tout cas sur les marchés, on peut l'observer. Et sur le Bitcoin, on a la même observation, c'est-à-dire que, d'ailleurs, ça a fait le buzz sur les réseaux, je crois que c'était, ça date un peu des 3 mois ou 6 mois. Mais effectivement, que le Bitcoin évoluait potentiellement selon un cycle de 3 ans et demi, qui correspond bizarrement à un cycle de Kitchin qu'on observe aussi sur les marchés, sachant que le Bitcoin et les marchés sont très corrélés. Bon, le Bitcoin, toujours pareil, c'est volatile, donc cette période, elle peut fluctuer. Des fois, c'est 3 ans et demi, des fois, c'est 4 ans. Mais c'est vrai que quand même, c'est assez troublant de voir que les baisses sur le Bitcoin, moi, ça m'a stupéfait, c'est que la durée des baisses sur les derniers cycles de baisse, c'est exactement, hein, à quelques jours près, un an. Alors ça, je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais ça voudrait dire qu'en fait, sur chaque cycle idéal du Bitcoin, on aurait 2 ans et demi de hausse, avec un an de forte hausse. Donc, 1 an et demi de stagnation haussière, si on peut dire. C'est peut-être le cas où on est en ce moment, hein. Et ensuite, 1 an de marché baissier. Donc, est-ce que c'est ce qui va est-ce que c'est ce qui vient? Peut-être, très certainement. Puisque quand on regarde, en fait, on a eu cette reprise haussière. Et le marché baissier a duré 1 an la dernière fois. Et donc, donc là, si on a 1 an et demi de stagnation devant nous, enfin de stagnation haussière, si on veut, est-ce que dans ce cas-là, on aurait encore moins d'1 an dans une situation de marché canalisé parce qu'on aurait une stabilisation des taux, par exemple? Et après, voilà, un enclenchement d'un marché aussi. Donc, on peut se poser plein de questions, mais bon, ça reste du domaine hypothétique et ça peut, bien sûr, ça se reproduit jamais exactement, surtout quand c'est très volatile sur les cours. Mais donc, on l'observe sur les actifs, hein, et c'est cohérent, hein, les actions, le Bitcoin, c'est cohérent par rapport aux corrélations, toutes ces choses. Ça se mesure mathématiquement, comme j'ai dit. Et après, on peut faire étude à d'autres domaines. Le cours de l'or, c'est intéressant parce que le cours de l'or, quand on regarde sur 3 ans, 5 ans, il n'y a pas vraiment de cycle. Pour regarder à partir de plus de 10 ans, et le vrai cycle qui se détache sur l'or, c'est 16 ans. Donc c'est assez long. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que tu avais fait un article sur CoinTribune. Oui, non, c'est or.fr, pardon. Sur or.fr, Je confonds. tout à fait. Donc, des cycles de 16 ans, c'est plus long, mais c'est à l'échelle un peu du marché de l'or, j'ai envie de dire. Et donc, le dernier point bas aurait été donc, vers 2016, théoriquement. Donc, globalement, voilà, c'est assez cohérent. On a des régularités comme ça. On a des cycles économiques aussi. Donc, j'ai dit, en fait, les cycles de Kitchin, c'est aussi dans la théorie des cycles économiques, hein, où on a des récessions, des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'insisterai peut-être sur un fait intéressant, c'est que depuis 1950, la durée moyenne entre 2 récessions, c'est 6,6 ans. Donc, c'est-à-dire 2 cycles de Kitchin. Donc, c'est intéressant parce que c'est hyper précis. Et donc, théoriquement, dernière récession 2020, on pourrait s'attendre à ce que le prochain risque soit au plus tard, enfin, commence vraiment à se manifester à partir de 2026-2027. Je parle pour une récession, ça peut arriver avant, hein. Des fois, il n'y a eu que 2-3 ans entre les récessions, mais ça, c'est vraiment un minimum. Des fois, il y a eu 10 ans, 11 ans entre les récessions. Mais là où c'est intéressant, c'est que vraiment, quand on a une phase de croissance économique, démographique aussi, ça dure plutôt 10 ans, c'est-à-dire vraiment une vague entière avec des périodes de mini-dépression, de prospérité, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle des affaires. Ça dure plutôt 10 ans, donc 3 cycles de Kitchin. Et effectivement, là, on serait le dernier plus bas du cycle qu'on appelle des affaires de Juglar, aurait été vers 2020. Hein. Donc, globalement, effectivement, l'économie, ça permet de
comprendre des choses, de comprendre vraiment l'interaction des marchés, et plus que ça, l'interaction des processus économiques. Et enfin, j'ouvrirai là-dessus peut-être, mais il y a les cycles, les très grands cycles, les cycles suprêmes, j'ai envie de dire, de Kondratiev. Ce sont des cycles très longs, hein, qui font en moyenne 54 ans, 55 ans. Et ces cycles-là, par contre, on peut les détacher en 4 phases. Et la phase dans laquelle on serait une phase d'une dizaine d'années, qui est plutôt inflationniste, qui annonce le prochain sommet du cycle long, et avec des révoltes, des émeutes peut-être plus fréquentes, des guerres aussi plus fréquentes, ce qui est parfaitement ce qu'on observe. Et ça a été écrit, ces anticipations sur la période actuelle, elles ont été faites dans les années 80-90. Donc, on est presque dans le domaine de la prédiction. Ça me fait penser, ça me fait vraiment, j'ai une image en tête quand tu me parles de tes cycles de marché. J'ai l'impression, tu sais, c'est comme quand tu vas dans un établissement, tu sais pas où tu es, tu as une carte et il y a marqué vous êtes ici. Et Mais c'est ça. c'est un petit peu comme ça que tu présentes la chose et ça me faisait un peu rire cette image. Mais c'est. C'est c'est un peu ça, mais après, voilà, c'est difficile à lire où c'est qu'on est sur la carte, mais on peut. Il y a énormément d'auteurs qui ont écrit là-dessus, et donc on peut essayer de se repérer sur des critères, des choses qui sont assez explicites. Et en fait, j'en reviens au taux directeur, mais le fait qu'on ait eu des taux directeurs au plus haut depuis 2000, c'est pas anodin, puisque ça veut dire que on arrive dans la deuxième phase deuxième période de la phase ascendante du cycle long. Donc, c'est-à-dire qu'on se rapproche du sommet du cycle long de l'économie. Enfin, je ne développe pas plus, mais tout ça pour dire qu'on peut partir de grandes échelles de temps, de plus de 50 ans, et voilà, essayer de trouver aussi des logiques de plus court terme à l'échelle de l'économie, comme sur le Bitcoin avec 3-4 ans et des choses comme ça. Donc, mais ça a tout de même une validité, et ça permet d'avoir à l'esprit aussi un scénario, de dérouler ce qui se passe aujourd'hui dans l'avenir, hein, en considérant tout ce qui s'est déjà produit depuis plus d'un siècle. Donc oui, enfin, moi j'adore cette approche parce que pour moi j'ai l'impression que c'est extrêmement valide d'une époque sur l'autre, mais voilà, ça dépend de la complexité de lecture aussi de la chose. Oui, après c'est plein de cycles imbriqués dans d'autres cycles et on arrive... c'est soit on peut partir très loin sur des méga-cycles, soit on peut avoir justement des micro-cycles, hein, si je peux présenter la chose comme ça. Ah oui, non, mais encore une fois, on pourrait décomposer le prix de n'importe quel actif en une infinité de cycles. La question, c'est quels cycles sont les plus dominants, en fait. Mais c'est certain que tu as un cycle de 4 ans, 12 ans sur le Bitcoin, mais est-ce que c'est le cycle dominant? Peut-être pas. Donc, ça en verra à plus long terme. Okay. Donc la question, c'est quels cycles sont dominants, en fait. Tu as des cycles sur tout, et en fait, c'est la combinaison de toutes ces forces de marché qui font que tu as le prix actuel, mais quelles forces de marché sont dominantes à long terme? C'est ça la question. Et donc sur le Bitcoin, ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'on serait effectivement au début de cette phase ascendante. Maintenant, la question, c'est de quelle ampleur sera-t-elle ascendante? Est-ce qu'il y a des indicateurs fondamentaux sur le Bitcoin? C'est vrai que c'est une question peut-être plus délicate que sur tous les autres actifs, mais bon. Oui, bah c'est encore un actif relativement jeune, hein. C'est vrai que ça doit être un petit peu différent à analyser le Bitcoin par rapport aux autres actifs que tu regardes cycliquement, parce que tu as vraiment une période de temps assez faible, hein, mine de rien, à ce niveau-là. Oui, non. Alors, il y a cette difficulté-là, et puis le fait qu'une obligation, le prix d'une obligation, c'est déterminé par un calcul à partir des intérêts qu'on peut attendre. Le prix d'une action, bon, on peut essayer de le valoriser par rapport aux dividendes que ça verse, etc. Le prix de l'or, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de dividendes, mais il y a une demande d'or, mais cette demande d'or, il faut aller la servir avec des compagnies minières, à un certain coût. Le cas du Bitcoin, c'est plus particulier parce qu'en fait, le coût de production, même si c'est un bon indicateur à long terme, justement, j'ai fouillé un peu là-dessus ces derniers jours. C'est vrai que c'est plutôt la demande qui fait le coût de production que l'offre qui fait le coût de production. Mais enfin, c'est un peu compliqué, mais ça reste tout de même un bon indicateur de long terme. Mais c'est vrai que ça reste globalement, fondamentalement difficile à lire. Après, on peut tout simplement utiliser l'analyse intermarché, c'est-à-dire que le Bitcoin reste toujours très corrélé aux indices boursiers, notamment au S&P 500. Et donc que mécaniquement, souvent il annonce
les corrections sur le S&P 500 puisqu'il est plus sensible, plus volatile. Mais les deux sont liés. Donc, selon comment on anticipe les marchés boursiers, on peut se dire que ça peut se reproduire sur le Bitcoin, mais encore une fois, c'est pas mécanique tout le temps. D'accord. Alors, je voulais aussi aborder quand même un petit peu la situation de l'Europe, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé dans la précédente vidéo de l'Europe. À ce moment-là, on était en train de dire que, bon, grosso modo, l'euro allait se prendre une gamelle. L'euro s'est pris une gamelle d'ailleurs. Mais entre-temps, là, on a vu quand même que l'euro, il est pas mal remonté par rapport au dollar. Donc, je suppose que c'est en lien avec l'augmentation de ces fameux taux directeurs. Mais est-ce qu'on peut déjà dire que en Europe, on est toujours dans la même situation un petit peu compliquée, c'est-à-dire qu'on a des pays qui ont des visions un petit peu différentes, c'est-à-dire certains seraient plus pour une augmentation des taux et d'autres qui, non, il ne faut pas trop les augmenter parce que sinon, nous, on va vraiment être dans une situation compliquée et il faudrait au contraire plutôt les baisser, avec cette image des pays du Nord et des pays du Sud. Est-ce qu'on est toujours dans cette configuration-là? On y est toujours. Et peut-être à chaque fois que la BCE monte un peu les taux, on y est de plus en plus en fait. Mais d'abord, je vais peut-être revenir sur le rebond de l'euro et je vais te montrer peut-être un graphique qui va parler. Alors, je vais te mettre, voilà, ça c'est le graphique entre l'euro-dollar et donc l'euro-dollar, c'est la courbe noire. Et ensuite, tu as en bleu l'écart entre le taux de la BCE et le taux de la Fed. Et la théorie veut que le marché d'échange est plutôt dirigé par le niveau des taux et donc la capacité de l'économie à attirer les capitaux, en fait. C'est-à-dire que si la Fed monte ses taux de 50 points de base et la BCE monte ses taux de 25 points de base, eh bien, c'est les États-Unis qui vont attirer des capitaux, ça va faire monter le dollar et baisser l'euro. Donc, si la BCE monte plus ses taux que la Fed, eh bien, à ce moment-là, ça va plutôt attirer des capitaux sur l'euro et l'euro sera plus drivé à la hausse. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, en 2002, par exemple, la Fed, elle a mené une politique assez flexible, hein, assez accommodante. Et donc, ça avait provoqué dans les 1 an, 2 ans qui suivaient, la hausse forte de l'euro. Et en fait, on voit que la BCE a tardé à remonter ses taux face à l'inflation. Hein. Et donc, ça a provoqué effectivement la forte chute de l'euro. Maintenant, on se retrouve avec une situation où les taux directeurs en zone euro, c'est à peu près 3,75-4%, hein, je pense qu'ils vont continuer. Et aux États-Unis, on est plus proche des 5,5, hein, voire 6%. Il y a même une différence. Mais bon, ça, c'est sur le plan fondamental. Après, la question, Donc, est-ce qu'on peut les monter à 5,5 en Europe? C'est ça le truc. non, c'est justement là où je veux en dire, c'est qu'on ne peut pas les monter à 5,5. Enfin, on peut essayer, mais pour les États, mais d'ailleurs, il y a déjà je crois que c'est le ministre des Finances du Portugal, Giorgia Meloni en Italie, enfin, ils commencent à protester effectivement du fait que pour les États, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est pas soutenable. Quand on regarde en France, on redit toujours la même chose, mais alors, je ne sais plus sur quel taux s'est basée cette projection, mais sûrement qu'elle devra être peut-être encore revue à la hausse, mais d'ici 2027, donc c'est demain, hein, d'ici 2027, le budget de la charge de l'État pour le remboursement de la dette, enfin juste de l'intérêt, ça sera 70 milliards d'euros. C'est-à-dire le premier budget devant l'éducation. Donc, dans quelques années, du fait de la hausse des taux directeurs en zone euro, qui n'est pas énorme, hein, eh bien, le premier budget des États, ça sera le paiement des intérêts. Donc, c'est pas soutenable. Et quand on regarde dans le détail, il y a le paiement des intérêts, mais il y a aussi le remboursement de la dette. Alors, on émet de la dette pour rembourser de la dette, mais globalement, il faut quand même la financer chaque année. Hein. Et c'est pas un bâton de trouver 200, 300 milliards chaque année. Et donc, on se rend compte aussi que les besoins de financement chaque année des États, ça grossit, alors que les taux montent aussi. Et donc, cette année, je crois, on est à peu près à 270 milliards de besoins de financement pour l'État. Donc, c'est des sommes énormes. Et c'est difficilement soutenable. Et effectivement, je crois que c'était un article du Washington Post qui disait que dans 10 ans, l'Europe sera peut-être amenée encore à décliner. On aura peut-être encore ce déclin relatif.
C'est-à-dire que l'écart entre les États-Unis et l'Europe, ce sera peut-être un grand écart de richesse quand même. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs encore, hein, et de plus en plus. Donc fondamentalement, absolument rien nous indique que ce rebond de l'euro annonce une rupture de la tendance baissière, absolument pas. Et au contraire, quand on regarde les deux courbes récemment, en fait, l'écart de taux entre la BCE et la Fed, ça correspond à peu près au rebond qu'on a eu sur l'euro-dollar. C'est-à-dire que si en fait la BCE avait monté ses taux beaucoup plus haut et qu'on n'avait pas eu de rebond plus fort de l'euro, à ce moment-là, on pourrait envisager une hausse de l'euro. Mais on n'est pas du tout dans cette configuration. Et pour l'instant, la tendance reste évidemment baissière. Et là où c'est intéressant, c'est que, je vais peut-être arrêter le partage tant qu'à faire, mais là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde, je pense que lorsque la Fed va annoncer son pivot, c'est-à-dire lorsqu'elle va stabiliser ses taux directeurs, je pense que la BCE va suivre. Alors peut-être de quelques mois, mais je pense qu'elle va suivre. Donc on pourra toujours avoir encore un petit rebond de l'euro, mais je pense que la BCE, en fait, ce qui a fait que la BCE a réagi, c'est de stopper ce crash qu'on a eu sur l'euro. Hein. L'euro était au plus bas depuis 20 ans, donc la BCE, elle s'est dit stop, on ne peut pas se permettre non plus. Donc elle a remonté ses taux pour rattraper les États-Unis, mais elle le fait doucement. Toujours en retard, et donc du coup, forcément, ça maintient le fait que l'euro est toujours sur une tendance baissière par rapport au dollar, parce qu'il ne fait que suivre, mais dans une moindre ampleur, les politiques monétaires. Et à long terme, ça, on est toujours sur cette configuration-là, sachant que j'ai l'impression aussi que les gens ont de moins en moins confiance dans l'euro et ont tendance à vouloir plutôt soit aller avoir du dollar, aller acheter du dollar à la place, parce que c'est l'actif le plus liquide au monde, et à sortir de... c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, hein. Moi personnellement, je n'ai quasiment plus d'euros, hein. Mon compte, il tire un peu la goule en Europe, quoi. Ah oui, non, mais il y a cette stratégie-là. Et puis, même ce qu'on a vu avec l'inflation, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire que oui, il y a un déclin de l'euro par rapport au dollar depuis plus de 15 ans, enfin depuis près de 15 ans maintenant. Mais il y a aussi, progressivement, alors on n'est pas dans la dédollarisation, mais on s'en rapproche, dans le sens où quand on a eu beaucoup d'inflation, eh bien les banques centrales, les pays qui avaient besoin d'équilibrer balance des paiements, etc., plutôt que de mettre des dollars en réserve, ils ont mis de l'or. Hein. Je pense notamment au Moyen-Orient, Turquie, etc. Donc, en plus du fait que l'Europe décline par rapport aux États-Unis, il y a le fait qu'une partie du monde essaye de devenir indépendante des États-Unis. C'est des régions qui ne le sont pas encore, mais progressivement, ça en prend le chemin. Alors, si on regarde, j'ai une question par rapport à ça, c'est que si on regarde à très long terme, on est sûr et certain, le dollar aussi, il est sur une pente bien baissière. Mais si on regarde un petit peu moins long terme que ça, est-ce que d'abord, ça ne serait pas l'euro qui coulerait, par exemple, et justement les capitaux iraient vers le dollar, provoquant une hausse temporaire du dollar, hein, le fameux rebond du chat mort, avant de voir un dollar vraiment s'effondrer assurément. Après, les États-Unis, ils profitent toujours, comme je disais, d'un bon dynamisme économique. Ils ont des fondamentaux économiques quand même meilleurs que nous. Mais après, voilà, ils ont un capital humain qui n'est pas forcément idéal. Enfin, ils n'investissent pas dans ce qu'il faudrait forcément. Donc, il y a des... voilà, les États-Unis, c'est pas non plus l'idéal, mais ça reste la première économie mondiale. Ils ont un fort dynamisme, une forte flexibilité. C'est ce qui fait leur force, hein, la flexibilité surtout. Tandis qu'en Europe, voilà, non seulement on a une population qui est assez vieillissante, je crois que le pic démographique en Europe, c'est prévu pour 2026, et on n'a pas connu ça. Alors, je dis peut-être une bêtise, hein, je ne suis pas démographe, mais depuis, je crois que c'est le milieu du XVIIe siècle. Donc, voilà, donc on est sur une situation quand même en Europe où les gains de productivité aussi diminuent. Enfin, quand on voit la France, elle se vide de ses capitaux sur les balances des paiements et toutes ces choses. Donc, effectivement, c'est pas des fondamentaux qui sont les Et encourageants. puis même, on a une industrie qui est en vacances, hein. Elle est partie et vacances prolongées depuis un petit moment là, parce que j'avais vu un graphique, c'est impressionnant. On a une désindustrialisation en Europe qui est sans précédent. C'est très compliqué, oui, parce que, bon, toujours pareil, on a des coûts qui sont plus élevés, etc. Donc, on pourrait imaginer une montée en gamme sur certains secteurs, des trucs comme ça, mais
Aujourd'hui, on ne peut pas parler de réindustrialisation. On est à Ah bah, et puis devenir un petit l'énergie est mine de rien chère hein, aussi, hein, parce peu. Il y a que ça. quand on regarde avec le conflit russo-ukrainien, qui, on l'avait vu la dernière fois, mine de rien, ça touchait un petit peu l'Europe. Et puis là, bon, bah, je veux dire, pour se fournir en gaz ou avoir les ressources pour avoir de l'énergie, c'est compliqué. Ah oui, oui, non, mais il y a des gros problèmes sur les prix de l'énergie. Par exemple, la France, un des seuls avantages compétitifs qui lui restait, c'était l'énergie. Mais bon, aujourd'hui, ça reste beaucoup plus difficile. Bon, Donc, il nous reste le vin, le tourisme et le luxe. oui, mais ça, c'est descriptif des économies comme l'Italie ou l'Espagne. Donc, voilà, Et, effectivement. Et après, il y a aussi des erreurs peut-être de politique, de géopolitique. Quand il y a eu les sanctions, ben, je crois on avait fait l'interview ensemble, on disait que ces sanctions n'aboutiraient à rien. mm. Et c'est le cas, on le voit aujourd'hui. Enfin, Ça aboutit, et c'est- mais pas dans le bon sens pour nous, quoi. oui, voilà, en tout cas, on prédisait effectivement qu'il n'y aurait aucune conséquence pour nous, etc. Mais en fait, bon, c'est les premiers perdants, évidemment. C'est la main qui attaque quand elle est plus faible. Donc, on se retrouve voilà, dans une situation qui, c'est pas non plus l'apocalypse en Europe. On est quand même la deuxième monnaie la plus forte. Mais effectivement, quand on voit ça à long terme, le dollar prend le chemin effectivement de la hausse. Et la guerre profite plutôt au dollar dans ce sens-là. Mais encore une fois, il y a des fragilités de long terme qui font que les États-Unis seront peut-être dépassés par d'autres dynamiques bien plus loin que le continent européen. Donc voilà, ça reste bien sûr, je suis pas spécialiste du marché d'échange, mais enfin, effectivement, quand on voit des articles du Washington Post qui disent finalement, attention à l'Europe, ça deviendra un pays pauvre, enfin une zone pauvre, donc voilà, c'est pas très encourageant, ça c'est sûr. Bon, du coup, moi, j'ai plus vraiment de questions. Alors, je voudrais quand même savoir, Thomas, pour ceux que ça intéresse, où est-ce qu'on peut te retrouver exactement sur les réseaux? Où est-ce que tu es le plus actif? Alors, je publie à peu près tout ce que je fais sur Twitter, donc pour ceux qui veulent, je suis dispo sur Twitter. Après, LinkedIn aussi, de temps en temps, je publie un peu. Après, j'ai mon site, hein, andriothomas.com, où je mets mes publications principales. J'ai une newsletter, mais je l'alimente assez peu, il faudrait que je le fasse un peu plus, pour ceux qui me suivent. Donc, pour ceux qui veulent. Et après, il y a aussi mes livres, hein, donc... j'avais écrit avec Veliyen Saoumi Révolution Crypto. Moi, je suis pas dans l'aspect technique de la blockchain, donc c'est pour ça que j'avais coécrit aussi ce livre. Alors, on en Et a après, donc, fait une interview d'ailleurs, hein, pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent aller la voir, je vous la recommande chaleureusement. Et avec bon, Vélégan c'est qui était sympa. venu. Et après, pour ceux qui sont intéressés par les cycles de marché, j'ai fait un gros travail de recherche, donc ça regroupe une bonne dizaine d'auteurs. Ça sera un prochain livre qui va sortir d'ici novembre normalement, sur donc tout ce qui est les cycles dans l'enseignement traditionnel jusqu'à l'enseignement économique le plus dur. Donc ça rentrera un peu plus dans la technique, ce livre, mais est-ce qu'il sera accessible un petit peu quand même à monsieur et madame tout le monde? Oui, oui, non, c'est fait pour, en tout cas, c'est fait pour donner l'intuition du phénomène. C'est pas forcément entrer dans la technique. C'est un petit livre de 200 pages, D'accord. par rapport à d'autres livres qui ont été faits. Quand on voit Schumpeter, il avait fait un livre de plus de 1000 pages sur les cycles économiques. C'est un pavé, quoi. Donc, et il y a beaucoup d'auteurs comme lui sur la question. Donc voilà, c'est vraiment un petit livre pour donner l'intuition de tout ce que j'ai décrit, à la fois sur l'aspect vraiment ancien, dans les temps anciens, comment ils considéraient ça, et aujourd'hui, comment vraiment on le traite dans le domaine économique. Donc, Bah, c'est intéressant, c'est peut-être un sujet qu'on pourra retraiter sur la chaîne une fois que le livre sera publié, on pourra en parler justement. bah, avec plaisir, oui, oui, si Oui. ça se prête bien, bah, justement, on pourra discuter peut-être s'il y a des signaux particuliers sur le Bitcoin à ce moment-là. Oui, voilà, bah, on reviendra surtout sur le livre à ce moment-là parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire parce que j'avais déjà lu Révolution Crypto et c'est vrai que, alors c'est vrai que le travail il a été fait par deux personnes, mais la partie que tu avais faite, c'est vrai que quand même c'était assez poussé et puis même ce qu'avait écrit Vélégan, c'était un livre où il y avait beaucoup de choses à dire quand même et c'était très intéressant à lire. Pour ceux que ça intéresse aussi, je vais présenter deux, trois travaux que Thomas il a publié il n'y a pas longtemps, hein. Donc il y a l'interview sur l'or qu'il a fait sur la chaîne YouTube de Agora. Il a publié aussi un article il n'y a pas longtemps sur les CBDC qui est assez intéressant. Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais là il aborde le sujet totalement différemment de moi. Donc je trouve ça intéressant aussi. Je vous recommande l'article, il est sur Coin Tribune. Je mettrai bien entendu tous les liens en description. Alors, il a fait un webinaire aussi sur les cycles de marché sur la chaîne de WH Self Invest France que je ne connaissais pas.
Bon, là, c'est beaucoup plus poussé, hein, donc c'est une vidéo qui dure un peu plus d'1 heure. Donc, si ça intéresse des personnes, bah, n'hésitez pas non plus. Une interview sur TV Finance, sur le CAC 40, justement. Donc, j'avais déjà parlé rapidement de cette chaîne parce qu'il avait déjà fait, Thomas, plusieurs interviews là-bas. Et le papier sur l'or avec les cycles de 16 ans. Donc, là aussi, c'est un article que j'ai trouvé très intéressant. Tout ça, je les ai lus. Et franchement, je vous recommande ça, les yeux fermés. Bah, je partagerai du coup tous les réseaux de Thomas aussi en description et en commentaire épinglé pour ceux que ça intéresse. Je te remercie beaucoup, Thomas. Si tu as un mot de la fin à dire, je t'en prie. Bah, merci beaucoup, Julien. C'est vrai que c'est toujours très agréable de discuter de tout ça et puis de refaire le point aussi régulièrement sur ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, Hmm. Ça fait avec une petite plaisir. piqûre de rappel et comme ça, on fait une mise à jour. Bah, je te remercie. Bah, du coup, je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à une prochaine fois, Thomas. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.